Le riche petit ami de ma sœur a passé le dîner à m'humilier. Quand cette arrogance est vantée de ses affaires, j'ai pris mon téléphone. Ce coup de fil a mis fin à 3 choses à la fois. Il a qualifié mon accent de « charmant ». C'est le mot qu'il a utilisé. Charmant, comme on décrirait le dessin d'un enfant accroché sur un réfrigérateur. Il a incliné son verre de vin vers moi, de l'autre côté de la table de salle à manger de ma mère. La lueur des bougies captait le vin rouge, le faisant paraître presque noir. Son sourire arborait cette forme spécifique d'un homme qui ne s'est jamais demandé si la pièce voulait l'entendre. Très authentique, a dit Dominique. La Picardie, c'est ça? On n'entend plus cet accent dans les cercles d'affaires sérieux. Ma famille a ri. Ma mère la première. Patricia Dubois ne manquait jamais son signal quand un homme important parlait. Mon père a eu un petit rire grave, celui qui disait « Nous sommes du même côté ». Ma sœur Camille a couvert sa bouche avec 2 doigts manucurés, feignant une gêne sans vraiment s'y engager. Et mon mari, Mathieu, a pressé ma main sous la table. « S'il te plaît » a-t-il murmuré, ses lèvres bougeant à peine. « Ne fais pas de scène. » 5 mots assez bas pour que personne d'autre ne les entende. Assez vifs pour que je sente chacun d'eux séparément, comme des doigts appuyant sur un bleu. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. Des asperges disposées en une botte verte et nette à côté d'un bœuf si rosé qu'il en était presque lumineux. La porcelaine de mariage de ma mère, les verres en cristal, l'argenterie lourde qui donnait à chaque repas des allures d'audition. J'avais passé toute ma vie à auditionner pour cette famille. J'ai souri. Le sourire de Dominique s'est élargi, satisfait. Il pensait que j'avais accepté ma place à cette table. Il n'avait aucune idée qu'il était assis à la mienne. Laissez-moi vous dire qui j'étais dans cette pièce avant de vous dire ce que j'y ai fait. Je m'appelle Solène Dubois. J'ai 29 ans. Dans ma famille, on me présente comme « notre pragmatique ». Une phrase que ma mère prononce avec un doux sourire d'excuse, comme si elle expliquait un défaut architectural mineur dans une maison par ailleurs charmante. Camille est toujours présentée en premier. Toujours. Voici ma cadette, consultante pour des marques de luxe. Brillante avec les clients. Puis le pivot vers moi, la baisse d'intensité. Et voici Solène, notre pragmatique. Pragmatique, dans le langage de ma famille, signifie sans risque. Beige. La femme qui rentre à la maison avant le dessert. Camille arrivait partout nimbée de parfum et de soie, avec une confiance en elle éclatante et militante qui réorganisait les pièces autour d'elle. Elle connaissait des créateurs, des investisseurs de galeries, des hommes qui parlaient de « marchés émergents » en tenant une coupe de champagne. Commander un café avait l'air pour elle d'une séance de réseautage. Moi, je connaissais la conformité des salaires, l'architecture de produits, les modèles de réduction des billets, et comment garder les mains stables quand un serveur plantait à 2h11 du matin et que 43 employés dépendaient de la solution. Mais pour mes parents, je travaillais au RH. Les RH, ça signifiait classer des formulaires, organiser les pots d'anniversaire et rappeler à des hommes adultes de ne pas dire de bêtises en réunion. La vérité était quelque chose qu'ils n'avaient jamais pensé à demander. 5 ans avant ce dîner, j'ai quitté un poste en entreprise qui m'enlevait lentement des morceaux de ma personnalité, comme une démolition très polie. J'ai créé une société appelée OnSoft Solutions depuis la table de notre cuisine, en vieux jogging, avec du café de distributeur et un ordinateur portable qui mettait 4 minutes à démarrer. L'idée était un logiciel qui aidait les entreprises à recruter sans se noyer dans les feuilles de calcul et les intuitions déguisées en flair de dirigeants. La première version était franchement moche. Le tableau de bord se chargeait lentement. La palette de couleurs ressemblait à un site de banque de 2009. J'ai pleuré sur du code que je ne comprenais pas, j'ai pitché des investisseurs qui me regardaient de haut avant même que j'ai fini de m'asseoir, et j'ai une fois passé un vendredi soir entier à répondre aux emails du support client parce que j'étais tout le service support. 47 investisseurs ont dit non. Le 48e m'a posé une question que personne dans ma famille n'avait jamais songé à poser. De quoi avez-vous besoin pour grandir? Je peux encore sentir cette pièce. Moquette beige, mauvais café, la pluie sur la fenêtre derrière lui, ma propre voix tremblante en répondant. En sortant après, debout sous l'auvent avec mon ordinateur contre ma poitrine, riant et pleurant tandis que les taxis fusaient à travers les flaques, parce que quelque chose s'était enfin fissuré dans la bonne direction. OnSoft a grandi discrètement après ça, puis moins discrètement.
Le soir où Dominique Laurent s'est assis à la table de ma mère, mon entreprise comptait 43 employés, 3 bureaux, plus de 200 entreprises clientes, et des discussions d'acquisition avec Apex Capital Partners qui duraient depuis 5 mois et nous évaluaient entre 40 et 60 millions d'euros. Ma famille n'en savait rien. Mathieu connaissait des bribes. Il savait que je travaillais tard. Il savait que je prenais des appels avec des clients. Il savait que j'avais un compte professionnel et une avocate nommée Evelyne qui appelait plus souvent que la plupart de mes amis. Il n'a jamais demandé plus que ça. Je m'étais dit que c'était du respect. C'est lors de ce dîner du dimanche que j'ai compris que c'était tout autre chose. Camille avait appelé 3 jours avant pour annoncer qu'elle amenait quelqu'un. Il est différent, avait-elle dit, le souffle court comme elle l'était toujours face à la nouveauté. Capital Investissement, HEC, portefeuilles internationaux. Papa est déjà obsédé. J'étais dans la chambre, fixant ma robe bleu marine accrochée à la porte du placard. Mon ordinateur portable était ouvert sur le lit, l'écran brillant d'un email de l'équipe d'acquisition d'Apex. Liste finale de l'équipe jointe. J'aurais dû l'ouvrir à ce moment-là. Au lieu de ça, j'ai enfilé la même robe que j'avais portée les 3 dimanches précédents et je suis allé chez mes parents comme une femme entrant dans une pièce où tout le monde pensait connaître la fin. Ma mère a ouvert la porte avant même que nous sonnions. Des perles importantes. Ses yeux ont fait leur inspection habituelle avant que son sourire n'apparaisse. Encore en bleu marine, dit-elle en m'embrassant dans le vide près de ma joue. Quelle fiabilité. Une petite pique enveloppée dans du papier de soie. J'avais passé ma vie à en déballer. Dans le salon, Camille s'est levée du canapé dans une robe en soie crème qui donnait à ma robe l'aspect d'une moquette de bureau. À côté d'elle se tenait Dominique Laurent, beau d'une manière formatée, dents blanches et droites, costume anthracite taillé autour de son ego, un bronzage qui suggérait soit un séjour récent au soleil, soit de l'argent dépensé pour en avoir l'air. Sa poignée de main était sèche et entraînée. Mon père est entré, un verre de scotch déjà à la main, et a donné à Dominique la poignée de main qu'il n'avait jamais donnée à Mathieu. Ferme, à 2 mains, la poignée de main des hommes qui se reconnaissent. Apex Capital, dit mon père comme s'il dégustait quelque chose d'excellent. Camille me dit que vous êtes chez Apex, entre autres, dit Dominique avec aisance. Ce nom m'a traversé comme un courant d'air froid sous une porte. Apex m'avait occupé pendant 5 mois. Je savais que leur directrice générale avait une mèche argentée dans les cheveux et tapotait son stylo 3 fois avant de faire une remarque. Je savais que leur associé junior posait les questions les plus pointues. J'avais siégé dans leur salle de conférence. J'avais négocié avec leur équipe juridique. Je ne connaissais pas Dominique Laurent. Je n'ai rien dit. J'ai classé l'information. J'ai observé. Le dîner a commencé par une soupe de courge rôtie. Dominique en a loué la texture. Ma mère était aux anges. Il parlait le langage des hommes qui ont appris qu'il est plus facile de paraître grand que d'être substantiel. Levier, optimisation, extraction stratégique, positionnement intersectoriel, des mots qui atterrissaient de manière impressionnante et ne signifiaient presque rien. Mon père se penchait en avant. Ma mère resservait le vin de Dominique. Camille riait à ses réponses avant même qu'elles ne soient terminées. Mathieu a essayé une fois. On fait des histoires orales ce semestre, et certains de mes étudiants ont trouvé des récits familiaux incroyables. C'est bien, dit mon père, se tournant déjà de nouveau vers Dominique. Et concernant votre pipeline d'acquisition ? Les épaules de Mathieu se sont affaissées d'1 centimètre. J'ai senti la colère familière monter au fond de ma poitrine. Puis Dominique s'est tourné vers moi. Alors, Solène, dit-il avec le sourire d'un homme qui fait la charité. Racontez-moi votre petit monde des RH. La salle à manger sembla soudain plus froide. Il m'a expliqué ma propre profession entre 2 bouchées du steak coûteux de ma mère. Les ressources humaines sont nécessaires, évidemment, dit-il. Mais la vraie stratégie se passe au-dessus de ce niveau. La croissance, le capital, le positionnement. Les gens sont généralement impliqués dans la croissance, dis-je, provoquant un rire nerveux autour de la table. Ma mère l'a secouru avec une rapidité sans faille. Solène a toujours préféré la stabilité. Elle n'est pas téméraire. Mon père a hoché la tête en parlant de tolérance au risque. Camille m'a adressé ce sourire compatissant que je détestais le plus. Celui qui disait qu'elle me pardonnait d'être si peu impressionnante. Mathieu fixait son assiette.
Dominique a qualifié ma robe de « classique », puis d'« intemporelle », puis de « modestie rafraîchissante ». Chaque mot était une boîte plus petite pour m'y enfermer. Il a dit à Mathieu qu'il devrait quitter l'enseignement pour le conseil privé. Même expertise, meilleur emballage. Et il a gloussé quand Mathieu a dit qu'il aimait enseigner. Bien sûr, la passion compte jusqu'à ce que le crédit immobilier arrive. Ma fourchette a cliqueté contre l'assiette. La main de Mathieu s'est posée sur mon genou sous la table. Pas du réconfort, du contrôle. Le dessert est arrivé. Tiramisu et coupe en cristal. Ma mère a nommé la pâtisserie avant que quiconque n'y ait goûté. Je suis resté assise avec mon café refroidi et j'ai regardé un homme passer 2 heures à utiliser la richesse comme un mètre ruban. Et j'ai mesuré la distance entre qui j'étais à cette table et qui j'étais toutes les autres heures de ma vie. Puis est venue la remarque sur l'accent. Charmant, a dit Dominique, d'une manière un peu désuète. Tout le monde a ri. Ma mère, qui m'avait payé des cours d'orthophonie à 14 ans parce qu'elle disait que j'avalais mes voyelles. Mon père, Camille, toute la pièce chaleureusement éclairée, d'accord sans le dire que j'étais la couleur locale à une table qui m'avait dépassé. Mathieu m'a serré la main. Ne fais pas de scène. Je l'ai regardé. Il était pâle, non pas embarrassé pour Dominique. Pour moi, pour ce que je pourrais faire pour perturber la cruauté polie que tout le monde avait accepté d'appeler un dîner. Quelque chose en moi est devenu très immobile. Pas brisé. Les choses brisées se dispersent. Les choses immobiles attendent. Puis Dominique s'est penché en arrière avec son verre de vin et a dit la phrase fatidique, en parlant d'affaires sérieuses, « Je suis au milieu d'une acquisition majeure en ce moment. Une société de logiciels. On de quelque chose. » Mon pouls ne s'est pas accéléré. Il est tombé. La plateforme est correcte, a-t-il poursuivi. Une tech RH de milieu de gamme. Ironiquement, nous prévoyons de restructurer la direction, de nettoyer la pile technologique, de supprimer les redondances, puis de la revendre. Ces fondateurs ne comprennent généralement pas la valeur de ce qu'ils ont construit. Ils tombent sur le succès par hasard. Ensuite, des gens comme nous le professionnalisent. La cuillère dans ma main s'est immobilisée au-dessus du tiramisu. On de quelque chose. Mon entreprise. Les yeux de ma mère brillaient d'admiration. Mon père s'est penché en avant, posant des questions sur le calendrier. 90 jours, a dit Dominique. Clôture rapide. Des gens comme nous, des fondateurs comme moi. J'ai regardé autour de la table, ma mère enchantée, mon père impressionné, Camille fière de sa trouvaille, Mathieu confus. Personne ne savait que l'homme qui se vantait d'une affaire à laquelle il ne participait pas parlait des 43 employés que j'avais embauchés, des 200 clients que j'avais acquis, du produit pour lequel j'avais écrit du code moche à mes débuts dans ma cuisine, en vieux jogging. Mais moi, je le savais. Et pour la première fois de la soirée, j'ai souri pour moi-même. Dominique. Ma voix a traversé la pièce comme le crissement d'une chaise sur le carrelage traverse un restaurant. Toutes les têtes se sont tournées. Même les bougies semblaient faire une pause. Dominique a cligné des yeux. Oui. Pour quelle société avez-vous dit que vous travailliez? Il s'est repris avec aisance. Apex Capital Partners. Et vous dirigez l'acquisition d'Onsoft. C'est exact, dit-il, maintenant amusé. Vous connaissez quelqu'un là-bas? Camille a ri sous cap. Ma mère m'a lancé un regard qui signifiait « N'embarrasse pas cette famille ». Mathieu s'est agité sur sa chaise. J'ai posé ma cuillère. L'argenterie a fait un dernier petit bruit contre la soucoupe. Quelque chose comme ça, ai-je dit. J'ai ouvert mon téléphone. J'avais organisé les dossiers des mois auparavant. Du diligence Apex, équipe d'acquisition, correspondance juridique, divulgation d'emploi. Mes doigts ont navigué sans se presser. J'ai trouvé la liste de l'équipe. En tête officielle d'Apex, date du jour, tous les employés impliqués dans les négociations d'Onsoft. J'ai tourné l'écran vers Dominique. C'est étrange, ai-je dit. Parce que je suis la fondatrice et PDG d'Onsoft Solutions. Je négocie avec Apex depuis 5 mois. Votre nom ne figure pas dans l'équipe d'acquisition. Le silence était celui qui se produit lorsque quelque chose de cher se brise. Le sourire de Dominique ne s'est pas évanoui immédiatement. Il s'est d'abord soulevé, puis a commencé à se fissurer sur les bords.
Comme la glace se fissure du centre vers l'extérieur avant que quoi que ce soit ne tombe. Ma mère me fixait comme si je m'étais mise à parler une autre langue. Les yeux de mon père sont tombés sur le téléphone. Camille a dit « Quoi ?» À peine un murmure. Mathieu a cessé de bouger complètement. J'ai fait défiler l'écran. Directeurs généraux, conseillers juridiques, analystes, équipe d'examen technique, consultants en intégration. J'ai levé les yeux. Non, pas de Dominique Laurent. Il s'est raclé la gorge. Les structures d'acquisition sont compliquées. Tout le monde n'apparaît pas sur tous les documents internes. Ce ne sont pas des résumés internes, ai-je dit. Ce sont les listes officielles de l'équipe qui m'ont été envoyées directement en tant que PDG. Le rouge lui est monté au visage, malgré son bronzage. J'ai ouvert le deuxième document. De plus, selon les documents publics, vous n'avez pas travaillé chez Apex depuis 6 mois. Le verre de vin de ma mère a tremblé. Une fine ligne rouge a glissé le long de la coupe et a touché son doigt. Le registre de la voix de Dominique a changé. Il a perdu son velours. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai tourné l'écran vers toute la table. Divulgation de fin de contrat, ai-je dit. Déposé après qu'Apex l'a licencié pour faute, fausse déclaration d'implication dans des transactions, falsification de rapports clients, attribution du mérite d'acquisition dans lesquels il n'avait aucun rôle. Camille a émis un son que je ne lui avais jamais entendu faire. Un petit animal, comme si quelque chose avait été perforé. Dominique s'est levé, sa chaise raclant bruyamment. C'est complètement sorti de son contexte. Quel contexte rend la fraude acceptable, ai-je demandé. Personne n'a ri. Les bougies continuaient de brûler. Le lustre bourdonnait. Dehors, une voiture est passée dans la rue mouillée, ses pneus chuchotant sur le pavé. Le monde ordinaire continuait tandis que celui soigneusement construit à cette table se décousait. Mon père a lu le document sur mon téléphone avec la concentration d'un homme qui regarde son propre jugement s'effondrer. Tu avais dit que tu étais directeur général, a murmuré Camille. Tu avais dit que tu avais été promu. Dominique a tendu la main vers son bras. Camille, chérie, non. Elle s'est reculée. Ne m'appelle pas comme ça. Il s'est alors tourné vers mes parents, désespéré. Madame Dubois, je peux expliquer. Solène est clairement contrariée. Peut-être qu'elle a mal compris. J'ai ri. Cela a surpris tout le monde, y compris moi. J'ai construit l'entreprise que vous venez de qualifier de milieu de gamme, ai-je dit. J'ai écrit le premier code à ma table de cuisine. J'ai survécu à 47 refus d'investisseurs. Je connais chaque personne de cette équipe d'acquisition, jusqu'à l'analyste qui garde des barres de céréales dans son sac d'ordinateur parce que les réunions de due diligence durent longtemps. Je me suis penché en avant. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir dans la maison de ma mère, de vous moquer de mon travail, de la carrière de mon mari, de ma voix, puis de porter mon entreprise comme un costume. Dominique a regardé Mathieu alors, en dernier recours. Un autre homme pour le tirer d'affaire. Mathieu a détourné le regard. Ma mère s'est levée. Sa chaise a à peine fait un bruit. Elle n'avait pas besoin de volume. Patricia Dubois avait opéré pendant 30 ans sur l'autorité d'une femme qui contrôlait la pièce par la seule atmosphère. Sortez de ma maison, a-t-elle dit. Patricia, attendez. Il a regardé Camille une dernière fois. Elle pleurait, le mascara coulant sur ses deux joues, les bras croisés sur sa poitrine comme si elle essayait de retenir quelque chose qui était déjà parti. Il a attrapé son manteau, s'est dirigé vers la porte d'entrée. Elle s'est ouverte, s'est refermée, et dans le silence qui a suivi, chaque personne à cette table s'est tournée et m'a regardé. Pendant 29 ans, j'avais été invisible à cette table. Maintenant, j'étais la seule chose dans la pièce. Personne n'a parlé pendant un long moment. Mon père a renversé du scotch en se servant. Le liquide ambré a coulé sur sa main. Il n'a pas remarqué. Camille fixait la porte vide. L'horloge antique dans le couloir tic-taquait avec l'obscénité spécifique du son qui continue quand tout le reste s'est arrêté. Tu es la PDG. A dit ma mère, la gorge serrée. Oui. Donsoft Solutions? Oui. Mon père a levé les yeux. La valorisation, bien sûr. Les chiffres d'abord, la douleur plus tard, si jamais. Entre 40 et 60 millions d'euros, ai-je dit,
selon l'offre que nous accepterons. Le mot « million » a traversé la table comme une météo pour laquelle personne n'était habillé. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» a demandé ma mère. Je l'ai regardé attentivement. Il y avait tellement de réponses. Parce que tu me qualifiais de pragmatique comme si c'était un prix de consolation. Parce que papa m'interrompait chaque fois que je parlais de quelque chose de réel. Parce que le sac à main de Camille recevait plus de questions de suivi que ma carrière. Parce que la seule fois où j'ai mentionné que je construisais quelque chose, tu m'as dit que la stabilité m'allait bien, ce qui était ta façon de dire que l'ambition ne me convenait pas. Je lui ai donné la vérité la plus simple que j'avais. Vous n'avez jamais demandé. Elle a tressailli. Bien. Certaines vérités devraient atterrir avant d'être adoucies. Mathieu a cherché ma main sous la table. Cette fois, j'ai retiré la mienne. Il l'a remarqué. Son visage a changé, juste un peu. Juste assez. Solène, a-t-il murmuré. J'ai besoin d'air. Le couloir était plus froid. Je suis passé devant les photos de famille dans des cadres en argent. Camille a sa remise de diplôme. Camille a des événements caritatifs. Camille au dîner du club de golf. J'étais sur certaines d'entre elles, techniquement. Sur le bord, à moitié tourné, une épaule en arrière-plan. Mathieu m'a suivi jusqu'à l'entrée. On peut parler ? Je lui ai fait face sous le lustre. Le même lustre que ma mère avait un jour qualifié de « sobre », bien qu'il ait à peu près la taille d'une petite planète. Tu m'as dit de ne pas faire de scène, ai-je dit. Il a fermé les yeux. Je sais. Un homme se moquait de moi devant toute ma famille. J'ai paniqué. Tu paniques toujours ici. Ta famille me fait sentir comme si je n'étais rien. Quelque chose de froid m'a traversé. Et ta solution a été de les aider à me le faire subir. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. La première chose honnête qu'il ait faite de toute la soirée. Je ne savais pas, a-t-il dit doucement. Pour l'entreprise ? Pas vraiment. Tu en savais assez pour demander. Je pensais que tu me le dirais quand tu serais prête. Non, ai-je dit. Tu pensais que ne pas demander signifiait que tu n'avais pas besoin de savoir. Il y a une différence. Ses yeux se sont embués. Ce n'est pas juste. Juste ? Je l'ai regardé. J'ai passé 4 ans à te défendre auprès des gens dans cette pièce. Je me disais que tu étais doux, pas faible. Mais ce soir, j'ai compris quelque chose. Tu n'évitais pas seulement le conflit. Tu protégeais ta place à leur table. Une femme silencieuse faisait passer ta peur pour de la paix. Une femme silencieuse ne t'obligeait pas à choisir. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ton premier réflexe a-t-il été de me faire taire ? Il a regardé vers la salle à manger, puis vers moi. La réponse était sur tout son visage. Ma mère est apparue au bout du couloir, le visage nu d'une manière que je ne lui avais jamais vue, même encore maquillée. Solène, s'il te plaît, reste. J'ai regardé d'elle à Mathieu, puis à la salle à manger où les assiettes à moitié finies refroidissaient. Pour une fois, personne ne me dirigeait. Pour une fois, ils attendaient. J'ai pris mon manteau. Non, ai-je dit. Où vas-tu ? A demandé Mathieu. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid s'est engouffré, sentant les feuilles mouillées et la distance. Quelque part où je n'ai pas besoin d'être petite. Je suis sorti, seul. La maison entière derrière moi est devenue silencieuse. J'ai conduit sans musique. Les routes étaient luisantes et noires sous les lampadaires. Mes mains étaient stables sur le volant, mais ma poitrine semblait vidée, récurée de tout ce qui était familier. Je ne suis pas rentré à la maison. La maison était l'endroit où Mathieu me suivrait, s'excuserait, ferait du thé et essaierait de transformer une vérité claire en une conversation compliquée. Je n'avais pas la force de le réconforter face aux conséquences de m'avoir blessé. J'ai pris une chambre dans un hôtel du centre-ville avec mon compte professionnel. Une odeur de nettoyant aux agrumes et de fleurs fraîches dans le hall. Un homme en uniforme bleu marine m'a tendu une carte clé comme si j'étais n'importe qui. Pas d'histoire, pas d'attente. Et ça m'a presque plus démoli que tout ce qui s'était passé à table. Juste mon nom. Chambre 1807. J'étais dans l'ascenseur, regardant les chiffres grimper en lumière rouge pendant que mon téléphone vibrait sans arrêt. Maman,
Papa, Camille, Mathieu. Numéro inconnu. Mathieu encore. Je l'ai posé face contre le bureau de l'hôtel et je me suis assise sur le bord du lit en combinaison, et j'ai pleuré de cette manière laide et spécifique que je ne me permets jamais devant les autres. La bouche ouverte, une main pressée contre mon ventre parce que le chagrin a un corps et le mien en portait trop depuis trop longtemps. J'ai pleuré pour la fille qui s'entraînait à dire « l'eau » sans son accent de province parce que sa mère disait que les gens le remarquaient. J'ai pleuré pour chaque dîner où j'ai ri à des blagues dirigées contre moi juste pour que la soirée se passe bien. J'ai pleuré pour 4 années à croire qu'un mari qui m'aimait discrètement en privé était suffisant, même s'il ne me défendait pas en public. Vers minuit, j'ai vérifié le téléphone. Mathieu avait envoyé 11 messages. Je suis désolé. Dis-moi où tu es. J'ai eu tort. Je t'aime. On peut arranger ça. Ce dernier m'a glacé plus que la pluie dehors. Il pensait encore que c'était une fissure à reboucher, une scène à nettoyer. Les messages de ma mère étaient plus courts, progressant vers quelque chose. Le dernier disait simplement « Je suis désolé ». Pas de fioriture. Pas de « Je suis désolé que tu l'aies ressenti comme ça ». Pas de « Je suis désolé que le dîner ait été tendu ». Juste « Je suis désolé ». Je l'ai regardé pendant un long moment et je n'ai rien senti se débloquer. Puis à 6h12, Marc a appelé. Marc Garcia, mon quai fondateur, la seule personne qui avait été dans la pièce pour chaque crise, chaque quasi-échec, chaque nuit où nous avions failli tout laisser tomber. Il n'appelait jamais avant cette heure sauf si quelque chose brûlait. « Tu es en tendance » a-t-il dit. Je me suis redressé. Quelqu'un avait posté sur le dîner. Pas de vidéo, mais assez de détails. Une PDG discrète démasque son petit ami fraudeur lors d'un dîner de famille. C'était partout. Dominique essaie déjà de retourner la situation, a dit Marc. Et il utilise le nom de Mathieu. La déclaration de Dominique n'était pas officielle, mais elle était efficace. Le genre de dommage qui n'a pas besoin d'un communiqué de presse, juste du bon compte de potin financier et d'une capture d'écran de quelqu'un proche de la famille. Le message disait que le dîner avait été mal interprété, que j'étais émotionnellement dépassé, que mon mari s'était excusé en privé pour mon comportement. Mon comportement. Mathieu a appelé avant que je ne puisse l'appeler. J'ai répondu. Dis-moi que tu n'as pas parlé à Dominique, ai-je dit. Silence. C'est comme ça que j'ai su. Il avait pris l'appel tard dans la nuit. Il a dit qu'il ne savait pas ce que Dominique voulait, que Dominique paniquait. Mathieu avait seulement dit que les choses avaient dérapé. Dérapé. Une autre expression douce posée sur un fait brutal. T'es-tu excusé pour moi? J'ai dit que tu étais sous pression. J'ai ri une fois, sans humour. Dominique avait passé une soirée à se moquer de moi. Mathieu avait passé 4 ans à me demander de l'absorber. Et quand la vérité a finalement coûté quelque chose à un autre homme, l'instinct de mon mari avait été d'adoucir la chute pour lui, pas pour moi. Je veux que tu sois parti de l'appartement avant que je revienne, ai-je dit. Solène, s'il te plaît. Je ne suis pas en train de faire ça. Je reconnais ce qui a déjà été fait. Sa voix s'est brisée. Je t'aime. Je sais. Mais ton amour est toujours arrivé après les dégâts. Il a pleuré. Je pouvais l'imaginer à notre table de cuisine, les cheveux en désordre, la main sur le visage, la bouilloire refroidissant à côté de lui. Autrefois, cette image m'aurait ramené comme une marée. Laisse-moi réparer, a-t-il dit. Tu peux commencer par dire la vérité publiquement. Poste que tu ne t'es jamais excusé pour mon comportement parce que je n'ai rien fait de mal. Dis que Dominique a menti. Dis que tu as manqué à ton devoir envers ta femme. Utilise des mots simples. Silence. Sa terreur des mots simples. Je m'en doutais, ai-je dit et j'ai raccroché. À 9h, j'étais dans le bureau de Marc avec mes chaussures de la veille et un blazer que son assistante gardait pour les urgences. Il sentait le pressing et le chewing-gum à la menthe. Marc a fait glisser un café sur le bureau. Tu as l'air d'avoir gagné une guerre sans avoir dormi. C'est exact. Apex a appelé. Il s'inquiète du bruit autour de la transaction. C'est Dominique qui a créé le risque de fraude. Pas moi. Je leur ai dit ça. Et ils veulent être rassurés sur la stabilité de la direction.
J'ai regardé à travers la paroi de vers notre équipe qui se déplaçait dans l'open space. Claire à la réception. Le groupe de développeurs autour d'un moniteur. La lumière du soleil sur le logo OnSoft que nous avions nous-mêmes imprimé un jour parce que nous n'avions pas les moyens d'acheter une enseigne. La direction est stable. J'avais construit de la stabilité avec des mains tremblantes à une table de cuisine en jogging pendant que ma famille me trouvait ennuyeuse. Planifie l'appel, ai-je dit. Tu es sûr? Non. Mais j'en ai fini de laisser les autres raconter mon histoire. Avant l'appel avec Apex, mon téléphone a vibré avec un texto de mon père. Ta mère et moi venons à ton bureau. Nous devons parler. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes derrière la vitre avant que je puisse répondre. Mes parents sont sortis ensemble, se déplaçant dans le hall de mon entreprise comme des gens qui s'attendaient encore à ce que les pièces se réorganisent pour eux. Ma mère serrait son sac à main des deux mains. La mâchoire de mon père était crispée. Pour la première fois en 29 ans, je ne me suis pas levé pour les accueillir. Ils paraissaient plus petits dans mon bureau qu'ils ne l'avaient jamais été dans leur maison. Chez eux, ils avaient l'avantage des lustres, du vin servi avant que quiconque puisse refuser, de 30 ans de mise en scène soignée qui disait « Cette famille a de la substance et du goût ». Ici, sous la lumière propre du bureau, avec le nom de mon entreprise sur le mur derrière moi, ils ressemblaient à des visiteurs qui s'étaient trompés d'étage. Mon père a remarqué le logo en premier. Ses yeux sont restés dessus une demi-seconde de trop. Ma mère a remarqué les employés, les salles de conférences vitrées, les gens qui faisaient un vrai travail en temps réel. Et je les regardais comprendre, pièce par pièce, que ce n'était pas un heureux accident ou un petit projet parallèle sur lequel elle avait été charitable. C'était 43 personnes. C'était vivant. Asseyez-vous, ai-je dit. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes. Je ne lui avais jamais parlé de cette façon. Pas impoliment, pas fort, juste directement. Elle s'est assise. Mon père est resté debout. Ça prend des proportions démesurées. Quelle partie? L'attention publique, les ragots, le risque pour la réputation. Pour qui? Sa mâchoire s'est crispée. Pour tout le monde. Sois précis. Ma mère a posé une main sur sa manche. Il a expiré par le nez. Pour la famille, a-t-il dit. Voilà. Pas ma réputation, pas mon entreprise, pas le fait qu'un homme m'avait publiquement calomnié et que mon mari l'avait aidé à adoucir le coup. La famille. Le vieux Dieu. J'ai un appel avec Apex dans 20 minutes, ai-je dit. Alors, choisissez bien. Êtes-vous ici en tant que mes parents ou pour gérer la crise du nom du bois? La voix de ma mère a tremblé quand elle a répondu. En tant que tes parents. Mon père a regardé le sol. J'ai attendu. Finalement, il s'est assis. Nous avons échoué avec toi, a dit ma mère sans détourner le regard. J'ai passé des années à te faire sentir inférieur parce que tu ne manifestais pas le succès de la manière que je reconnaissais. Je t'appelais pragmatique quand je voulais dire sans danger. J'étais fier que Camille soit impressionnante et j'ai ignoré que vous jouiez toutes les deux un rôle pour moi au lieu de vivre. Mon père s'est frotté le visage. Il avait l'air plus vieux qu'il y a 48 heures. J'ai mal évalué ma propre fille, a-t-il dit doucement. Je passe ma vie à évaluer la valeur et j'ai eu tout faux sur ce coup-là. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré. Pas ouvert, juste serré. Je crois que vous êtes désolé, ai-je dit. Ma mère a tendu la main vers la mienne. J'ai retiré la mienne du bureau avant qu'elle ne l'atteigne. Son visage s'est décomposé. Mais être désolé ne me réinstalle pas dans le système familial tel qu'il était, ai-je dit. Je ne reviendrai pas au dîner du dimanche où quelques larmes effacent 29 ans. Je ne deviendrai pas votre rédemption. Je ne suis pas la preuve que vous êtes meilleur maintenant. Nous n'attendons pas ça, a-t-elle murmuré. Si, vous l'attendez. Vous ne le savez simplement pas encore. Mon père m'a regardé avec quelque chose que je n'ai pas immédiatement reconnu sur son visage. Puis j'ai compris. C'était le regard d'un homme qui a posé les mauvaises questions toute sa vie et qui vient de s'en rendre compte. Que veux-tu, a-t-il dit. Marc a levé 2 doigts à travers la vitre. Apex dans 15. De la distance, ai-je dit. Arrêtez d'appeler parce que vous êtes mal à l'aise avec les conséquences de vos propres choix. Laissez Camille découvrir qui elle est sans m'utiliser comme point de référence. Ne parlez pas de moi à vos amis, à vos clubs, à personne.
Quand vous l'aurez fait assez longtemps pour que ce soit sincère, je vous le ferai savoir. Et Mathieu, a demandé ma mère. Le nom est entré dans la pièce comme de la fumée. Je lui demande de quitter l'appartement. Mon père a froncé les sourcils. Le divorce est une chose sérieuse. Tout comme 4 ans de lâcheté publique. Claire a frappé à la vitre. Apex est prêt. Je me suis levé. Mes parents se sont levés automatiquement. Réflexe d'une vie de pièce qu'ils dirigeaient. Mon père a regardé vers la salle de conférence, puis vers moi. Tu vas t'en sortir? Pour une fois, la question semblait réelle. Pas une évaluation, pas un doute, juste un père. Effrayé. J'ai pris mon ordinateur portable. J'allais déjà bien, ai-je dit. Vous ne le saviez juste pas. L'email de Dominique à Apex était parti ce matin-là. Objet, clarification formelle concernant de fausses allégations. Il affirmait avoir consulté, de manière informelle, sur la transaction OnSoft, que j'avais mal interprété une conversation de dîner décontractée, que sa fin de contrat chez Apex était mutuelle et sans rapport avec l'éthique, puis son pire coup, celui qui allait tout lui coûter. Il a insinué que la direction d'OnSoft pourrait être instable, parce que sa PDG avait laissé un conflit familial personnel influencer son jugement professionnel. Evelyne, mon avocate, en visio depuis Lyon, l'a lu à l'écran avec du rouge à lèvres et l'expression d'une femme qui apprécie sincèrement cette partie du travail. Bien, a-t-elle dit. Marc l'a regardé. Bien. Il l'a mis par écrit. Caroline Valois est apparue sur l'écran d'Apex, mèche argentée, carnet bleu, tapotant son stylo 3 fois avant de parler. Solène, nous avons reçu l'email de Monsieur Laurent. J'ai supposé. Soyons clairs. Apex n'a aucune relation continue avec Dominique Laurent. Il a été licencié pour faute. J'ai besoin de ça par écrit aujourd'hui. J'ai aussi besoin d'une confirmation écrite qu'il n'a eu aucun rôle, formel ou informel, dans l'acquisition d'OnSoft. J'ai besoin qu'Apex notifie chaque destinataire de son email que ces déclarations sont fausses. Et je veux une clause d'indemnisation révisée protégeant OnSoft de toute responsabilité liée à ces fausses déclarations. Marc m'a jeté un regard de côté avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Caroline m'a étudié à travers l'écran. C'est une demande importante. Être publiquement entraîné dans une affaire de fraude par votre ancien employé l'est aussi. Un léger sourire. Juste. Nous avons négocié pendant 43 minutes. Pas supplié, pas réagi, négocié. Quand l'appel s'est terminé, Evelyne s'est penchée vers sa caméra. Et votre mari? Elle savait. Les bons avocats entendent ce qui n'est pas dit. Il quitte l'appartement aujourd'hui. Avez-vous besoin d'une recommandation? Envoyez-la. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement, Marc attendant en bas. Le couloir sentait le dîner à l'ail de quelqu'un d'autre. Ma clé a tourné sans accroc dans la serrure. À l'intérieur, 2 valises se tenaient près de la porte. Mathieu était dans le salon, tenant la photo encadrée de notre mariage à la mairie. Moi riant, les cheveux dans le vent, lui me regardant comme si le monde s'était réduit à une seule personne. Le chagrin m'a frappé si fort que j'ai failli m'asseoir par terre. J'ai posté, a-t-il dit. J'ai vérifié mon téléphone. Ma femme n'a rien fait de mal. Dominique Laurent a menti. J'ai échoué à défendre Solène quand elle le méritait. J'en ai honte. Des milliers de likes déjà. Public, spécifique. Ce que j'avais demandé. Toujours en retard. Je vais suivre une thérapie, a-t-il dit. Je tiendrai tête à tes parents. Je ne te demanderai plus jamais de te taire. J'ai regardé l'appartement, la tasse ébréchée, la pile de copies d'étudiants, le petit plant de basilic mourant sur le rebord de la fenêtre parce que nous oublions toujours de l'arroser jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Ça avait été ma vie. Pas entièrement mauvaise. C'est ce qui rendait le départ plus difficile, pas moins nécessaire. Tu promets de devenir le mari dont j'avais besoin après que j'ai cessé d'être la femme qui rendait ta faiblesse confortable, ai-je dit. Il a pleuré silencieusement. Je pouvais le voir essayer de ne pas le faire. Autrefois, cela aurait suffi à me faire revenir. Tu me détestes, a-t-il demandé à la porte. Non, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Je ne te choisis simplement plus. La porte s'est fermée.
L'appartement est devenu silencieux. Puis le numéro de Dominique a envoyé un message depuis une ligne inconnue. Tu crois que tu as gagné? Tu n'as aucune idée de ce que je peux encore détruire. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai transférée à Evelyne, j'ai bloqué le numéro. Elle a appelé en moins d'1 minute. Ne répondez pas. Je ne l'ai pas fait. Les hommes comme Dominique comptent sur la honte privée, a-t-elle dit. Vous n'êtes plus privé. Le lendemain matin, Apex avait publié sa déclaration. Apex Capital Partners confirme que Dominique Laurent n'est pas employé par la société, n'a aucun rôle dans aucune transaction actuelle impliquant OnSoft Solutions, et n'est pas autorisé à représenter Apex à quelque titre que ce soit. Propre, final, public. Le site de consultation de Dominique a disparu dans l'après-midi. Son LinkedIn est devenu inactif. D'anciens collègues ont cessé de prendre ses appels. Une newsletter financière a repris l'histoire et l'a publiée sous un titre qui ne nécessitait aucun commentaire. À 15 h, Camille m'a envoyé une capture d'écran de Dominique essayant de la joindre 12 fois. Tu as répondu, ai-je demandé. Non. Mais j'en avais envie. Pas parce qu'il me manque. Parce que je voulais savoir comment j'avais pu être assez stupide pour le croire. Tu n'étais pas stupide, ai-je répondu. Tu as été entraîné à valoriser l'emballage plutôt que la personne. Nous l'avons toutes les deux été. Elle n'a pas répondu pendant un moment. Puis, je suis désolé. J'ai ri au dîner. Ses excuses ont atterri différemment de celles de mes parents. Moins polies, moins désespérées d'être pardonnées. J'ai répondu, je sais. Pas, je te pardonne. Pas, ce n'est pas grave, parce que ce n'était pas grave. Mais c'était honnête, ce qui était la seule monnaie qui avait encore une quelconque utilité pour moi. 3 semaines plus tard, les termes d'Apex ont changé. Ils sont revenus plus forts. Mais je ne voulais plus vendre le contrôle. Pas complètement. Le bruit avait attiré l'attention. Nouveaux clients, nouveaux investisseurs, et quelque chose que je n'avais pas prévu. Des emails de fondatrices qui écrivaient à minuit en disant « Je pensais être la seule ». La plateforme qui avait commencé comme du code moche sur une table de cuisine était enfin vue dans sa totalité. J'ai donc négocié un partenariat de croissance à la place. Du capital sans reddition. Une expansion sans effacement. Lors de la réunion finale, Caroline Valois a dit « Vous réalisez que la plupart des fondateurs auraient pris l'argent initial et seraient partis. J'ai passé trop de temps à me faire marcher dessus, ai-je dit. Je ne vends pas l'entreprise juste pour devenir une note de bas de page dans le portefeuille de quelqu'un d'autre. » Elle a souri. Alors, construisons. L'accord a été conclu en décembre. Pas de Dominique, pas de spectacle familial, pas de Marie à mes côtés pour les photos. Juste Marc et moi, notre équipe juridique et 43 employés applaudissant dans l'open space quand je suis sorti avec les documents signés. Claire de la réception a fait sauter du champagne de supermarché parce que c'est ce que nous avions au frigo. Quelqu'un a mis la musique trop fort. Marc m'a serré si fort dans ses bras que mes côtes ont protesté. Tu l'as fait, a-t-il dit. À travers la paroi de verre, je pouvais voir la neige commencer à tomber sur la ville. J'avais passé des années à imaginer que le succès ressemblerait aux applaudissements des gens qui doutaient de moi, à une justification livrée à plein volume. Ce n'était pas ça. C'était comme avoir les clés dans ma propre main. Quand ma mère a texté « Nous sommes si fiers de toi, ma chérie », j'ai regardé l'écran pendant un long moment. Merci, ai-je répondu. Rien de plus. Parce que la fierté, comme l'amour, signifie quelque chose de différent quand elle n'arrive qu'après la preuve. En janvier, ma vie était méconnaissable de manière discrète. Nouvel appartement, à 15 minutes du bureau, assez haut pour que la circulation ressemble à la météo. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas par terre parce que les meubles n'étaient pas arrivés. Nouilles à emporter dans leur boîte. La neige brouillant les lumières de la ville derrière la fenêtre. Personne pour me dire de ne pas faire de vagues. Personne pour être déçu par le volume de ma voix. Le silence semblait étrange au début. Puis il a semblé épuré. Mathieu a signé les papiers de la séparation en février. Nous nous sommes rencontrés au café près du tribunal où nous achetions des brioches à la cannelle après les rendez-vous chez le dentiste, parce que l'âge adulte méritait de petites récompenses. Il s'était laissé pousser une barbe qui ne lui allait pas. Il m'a dit qu'il suivait une thérapie, qu'il apprenait à quel point il avait fui.
Si je t'avais défendu ce soir-là, a-t-il dit, serions-nous encore mariés? J'ai regardé la vapeur s'élever de ma tasse. Non, ai-je dit. Il a semblé surpris. Ce soir-là n'a pas créé le problème, ai-je dit. Il m'a juste permis de le voir. Il a hoché la tête, chaque mot atterrissant comme quelque chose qu'il avait déjà soupçonné et espéré ne pas être vrai. J'espère que tu seras heureuse un jour, a-t-il dit. J'espère que tu deviendras courageux avant que quelqu'un d'autre ait besoin que tu le sois. Nous sommes sortis séparément. La cloche au-dessus de la porte du café a sonné une fois pour lui, puis une fois pour moi. En mars, un grand magazine économique national a publié mon portrait. Le titre m'a fait rire. La PDG qui a cessé de chuchoter. Après sa publication, ma boîte de réception s'est à nouveau remplie. Je n'ai pas pu répondre à la plupart des messages. Mais un email m'a arrêté. Une femme de la Creuse qui a écrit « Ma famille m'appelle la prudente. J'ai imprimé votre article et je l'ai mis au-dessus de mon bureau. J'ai lu ça 3 fois. Puis je l'ai épinglé sur le tableau en liège de mon bureau. Non pas parce que j'avais besoin d'être un symbole, mais parce que j'avais besoin de me rappeler que le silence voyage. Et le moment où il prend fin aussi. 6 mois après ce dîner, je me tenais en coulisses d'une conférence sur le leadership féminin à Lille, écoutant la pluie sur le toit du centre des congrès. 800 personnes de l'autre côté du rideau. Marc m'a tendu un gobelet en carton de café. Nerveuse, a-t-il demandé. Oui. Bien. Ça veut dire que tu n'es pas morte. Inspirant, comme toujours. Il a cogné son gobelet contre le mien. Va faire une scène. L'animatrice m'a présenté comme la fondatrice et PDG d'Onsoft Solutions. Elle a mentionné le partenariat de croissance, l'expansion, les outils d'équité à l'embauche. Elle ne m'a pas appelé la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la femme de quelqu'un, ou la femme discrète d'un dîner viral. Je suis entré dans la lumière, j'ai posé mes notes sur le pupitre, puis je les ai poussées de côté. Je pensais que le fait d'être sous-estimé était quelque chose qui m'arrivait, ai-je commencé. Maintenant, je pense que c'était aussi quelque chose que j'avais été entraîné à accepter. La salle est devenue vivante de silence, un silence d'écoute. Je leur ai parlé de la construction dans le silence. Pas la version des ragots, la vraie, le tableau de bord moche, les 47 refus, les nuits où mes yeux brûlaient, la façon dont j'avais confondu l'invisibilité avec la sécurité parce que la visibilité avait toujours eu un coût que je ne savais pas comment arrêter de payer. Je n'ai pas nommé Dominique. Il ne méritait pas cette tribune. Je n'ai pas non plus nommé Mathieu. Certaines histoires appartiennent à la personne qui y a survécu, pas aux personnes qui ont forcé la leçon. Je ne crois pas que chaque insulte nécessite une réponse, ai-je dit. Mais je crois que chaque femme devrait connaître la différence entre la paix et l'auto-effacement. La paix vous laisse respirer. L'auto-effacement vous apprend à retenir votre souffle pour que personne d'autre ne se sente mal à l'aise. Une femme au 3e rang a essuyé ses yeux. Ma gorge s'est nouée, ma voix a tenu bon. J'ai perdu des choses en m'exprimant. J'ai perdu la version de mon mariage qui ne fonctionnait que lorsque je restais petite. J'ai perdu la version de ma famille qui m'aimait le mieux quand j'étais facile à ignorer. J'ai fait une pause. Mais je me suis gagné moi-même. Et je n'appellerai jamais ça une perte. Les applaudissements sont venus lentement, puis d'un seul coup, comme le font les meilleures choses. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, je me tenais près de la fenêtre, regardant l'île en contrebas. Rue mouillée, phare en mouvement, la ville faisant ce que les villes font, sans demander la permission. Mon téléphone a vibré. Camille, j'ai vu des extraits du discours. Pas parce que tu étais impressionnante. Parce que tu étais toi. Puis ma mère, j'ai regardé en ligne. J'apprends à être fier sans que cela me concerne. Je t'aime. J'ai lu. J'ai posé le téléphone sans répondre. Chaque message ne nécessitait pas un accès immédiat à moi. C'était ça aussi, la liberté. Un dernier email de Maître Perrin, mon avocate pour le divorce. Finalisé. Document joint. Je me suis assise sur le bord du lit. Aucune larme n'est venue. Juste une longue et stable respiration. J'ai pensé à la robe bleu marine. Au tiramisu intact. Au visage de Dominique se vidant de sa couleur. Au murmure de Mathieu. Au rire de ma mère.
Au silence de mon père. Puis j'ai pensé à mon nom sur cette scène de conférence. Mon équipe, 43 employés qui avaient construit quelque chose de réel avec moi. La femme de la Creuse qui a imprimé un article et l'a mis au-dessus de son bureau. Ils avaient pensé que je n'avais rien. Pas de pouvoir, pas de mordant, pas d'histoire digne d'être entendue. Ils avaient tort. J'avais construit une entreprise en silence. Puis j'ai construit une vie à voix haute.